Bien, c'est qui est de retour? Moi aussi ça fait grave plaisir de vous revoir les amis. Aujourd'hui on va commencer la reprise tout doucement en faisant une vidéo sur les livres parce que ça fait longtemps. Et j'ai décidé pour cette fois-ci de pas vous faire le catalogue complet de tout ce que j'ai lu de ces derniers temps parce que sinon ça va être interminable et surtout chiant parce que sinon en fait vous êtes noyé entre les trucs qui sont moyens et les trucs où je suis vraiment en mode ne lisez pas ça et que je vous fais quand même tout un descriptif de qu'est-ce que c'est et les bouquins qui valent vraiment le coup. Maintenant on a 6 bouquins dont une BD dont je vais vous parler aujourd'hui et c'est parti! Mon dieu, ça fait plaisir. So, on va commencer par le livre Conversation entre amis de Sally Rooney, que j'ai lu en e-book. Oh mon dieu, en fait j'ai pas les mots pour ce bouquin, à part que vous devriez le lire. Parce que il est facile, il est court, et il est juste génial. De toute façon, voilà ce que je vous ai dit, c'est que là, je vous fais quand même la sélection des bouquins qui valent le coup. Du coup, à chaque fois, je pense que je vais vous dire et il est génial, il est super, etc. Mais enfin voilà, celui-là il est vraiment génial, c'est du génie. Il s'agit en fait d'un passage de vie de Frances, comme vous voulez le prononcer, qui a à peu près mon âge et qui devient la maîtresse d'un gars qui est vraiment plus âgé. Présenté comme ça, je sais que vous pariez sûrement pas sur le fait que c'est une œuvre littéraire, mais en fait c'en est une. Franchement, sans déconner, il y a des phrases qui ont été sorties dans ce bouquin que j'aurais pu moi-même sortir, tellement ça m'a parlé. Dans le sens où genre je veux pas dire j'aurais pu écrire de la même façon, mais c'est juste que vraiment c'était trop connecté à mon cerveau, vraiment, alors que je ne suis pas la maîtresse d'un gars beaucoup plus âgé que moi. En fait la situation en tant que telle, je ne l'ai jamais vécue, mais ce sont les sentiments. Ah, les sentiments. Vous vous souvenez sans doute de quand je vous ai parlé du livre Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Si vous ne vous en souvenez pas, je ne vous en tiens pas rigueur vu que cette vidéo de critique de livres remonte sans doute à une décennie. Je vous avais dit du coup pour ce roman que l'auteur faisait de vraiment bonnes descriptions, bonnes explications de ce qui se passait, tout ça, mais que ça avait sa grande limite parce qu'elle n'arrivait tout simplement pas à créer une émotion en moi. Et je vous avais dit que si en fait vous vous lancez dans la création d'un volume pareil, mieux vaut savoir gérer un petit volume, mais que ce soit de qualité. Vous vous souvenez de ça, non? Enfin j'espère. Bah, du coup honnêtement, ces deux femmes là, Sally Rooney et Samantha Shannon, se sont ratées, monumentalement ratées. Elles auraient dû se croiser à un moment donné, aller prendre un café ensemble et l'une aurait dû apprendre de l'autre. C'est-à-dire Samantha aurait dû apprendre de Sally. Je vais essayer de vous donner un aperçu de ce qu'on ressent quand on lit ce bouquin. En gros, c'est comme si vous aviez une amie qui vous racontait ses déboires ou ses bonnes aventures amoureuses et que vous l'écoutiez mais en étant super engagé dans son récit, en mode ah ouais, non, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, on en est à un engagement de type ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Waouh. Voyez un peu le mood, bah c'est la même chose mais en plus fortiche parce que premièrement, même si vous n'avez jamais été la maîtresse d'un gars plus âgé que vous, ou d'une femme plus âgée que vous avez aucun problème à capter la transmission d'émotions. Ça passe bien, c'est connecté. Et deuxièmement, vous n'êtes pas juste là à comprendre profondément la situation, mais en fait vous la ressentez à donf aussi. Et c'est top, c'est ce qu'on veut quand on lit, non? Hein? Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc, pour tous ceux qui ont été une fois amoureux ou qui ont vécu un attachement quelconque et que c'était bien, puis foireux, puis de nouveau bien. Bref, pour tous ceux qui ont vécu n'importe quelle variante de l'amour, c'est THE livre. Moi, j'ai vraiment eu mes moments de bad devant tellement il était bon. C'est très logique. Mais en fait, j'ai respiré vraiment le vrai. Tout ça pour dire, il est court, et il est excellent. Ensuite, on a Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Alors là, je vais aller un peu plus vite parce que c'est un livre documentaire. Chris Voss, c'est un négociateur du FBI, si je me gourre pas, mon dieu, de crise internationale, etc. Ce genre de truc un peu genre très oppressant. Et il a fait un masterclass sur le site Masterclass que sans doute vous connaissez, que moi je me suis bouffé tous leurs trailers mais que je n'ai pas encore l'argent pour me payer un abonnement et pour regarder tout ça. Du coup quand je l'ai vu j'étais en mode, enfin son trailer, je me suis dit waouh mais la négociation, le fait de communiquer correctement pour avancer comme on veut dans notre vie, atteindre nos objectifs, etc. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire qu'apprendre de la négociation c'est apprendre à manipuler les gens.
et que c'est du coup nocif, etc. Alors, premièrement, si le fait de manipuler une situation en votre faveur vous met mal, comment dire, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir ne pas se culpabiliser de faire parce que c'est quand même très utile, souvent en fait, pour pouvoir arriver là où on veut. Et ce n'est pas obligé que ce soit nocif. Il y a des gens qui vont manipuler d'autres gens et c'est extrêmement toxique. Il y a des gens qui vont vraiment oppresser d'autres gens, leur faire du chantage, donc c'est la négociation extrêmement négative. La négociation à levier, la négociation dégueulasse en fait, ça s'appelle pas la négociation, ça s'appelle du chantage, c'est ça, c'est le terme. Ce qu'on apprend avec son livre, et je suppose du coup avec son masterclass, qui me semble être grandement la même chose que son bouquin, c'est la négociation positive, dans le sens où la personne en face de vous ne se sentira jamais oppressée, au contraire. C'est pour arriver à ce que vous voulez, mais genre vraiment au truc très précis que vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis qui se fait. C'est ce qu'il essaye de mener dans son bouquin, c'est de faire en sorte que dans chaque situation possible de notre vie, on ne fasse plus de compromis, mais qu'on arrive positivement au vrai objectif que l'on s'est fixé. Et ce qui est top, c'est que du coup de base cet homme travaille dans des cas vraiment de crise, c'est-à-dire avec des terroristes, avec des kidnappeurs, avec tout ce que vous voulez. Et du coup à chaque début de chapitre, pour expliquer une grande notion, il va raconter une situation de crise dans laquelle il s'est trouvé et il va en extirper la leçon qu'il veut nous offrir et ensuite il l'adapte à des situations de tous les jours auxquelles vous pouvez être beaucoup plus confrontés, parce que je pense que dans notre vie, il est probable qu'on ne soit jamais confronté à un terroriste qui a pris en otage votre famille. You know. Et si c'est le cas, du coup, allez faire appel à Chris Voss. Donc c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, il est extrêmement facile, extrêmement pédagogique, didactique et tout ce qu'il faut. Par contre, petit bémol, je pense que le lire ne suffit pas, il faut véritablement mettre directement en application chacune de ces leçons. Si vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses à prendre en compte, que notre cerveau n'est pas entraîné en fait à avoir cette flexibilité mentale pour négocier, et ça demande une extrême concentration, ça demande un effort mental en fait, tout simplement. Troisième livre de la liste de mon petit catalogue sélectionné de bouquins Dune, que j'ai écouté en livre audio, je ne l'ai pas lu. C'était une bonne décision. Je suis vraiment très très heureuse que les livres audio existent, parce que ça me permet de découvrir des chefs-d'œuvre comme ce bouquin. Puis il est quand même très long, très dense. Il m'a accompagnée pendant de multiples séances de cuisine, c'est-à-dire que j'ai pu vraiment faire autre chose en l'écoutant, et que ça valait vraiment le coup. Aussi, je tiens à dire que j'ai lu simplement le tome 1, c'est-à-dire tome 1 avec la partie 1 et la partie 2, ok? J'ai pas lu tous les, je crois, 7 autres tomes. J'ai bien envie, mais ça sera pas pour tout de suite, hein, on a quand même une liste longue comme le bras, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, hein, voilà. C'est très compliqué pour moi de parler de ce bouquin parce qu'il a résonné en moi à un niveau que j'ai du mal à saisir. Je pense que c'est en partie dû au fait que j'aime beaucoup les mondes qui n'existent pas et qui se dévoilent à moi comme s'ils étaient bel et bien réels. Et le décor principal de tout le roman n'est autre que Arrakis, la planète désertique. Donc tous les détails qui tournent autour ne serait-ce que du mode de vie sur cette planète sont juste passionnants. Je pense que là il vous faut un petit contexte. Je suis déjà de base très sensible à la culture touareg, c'est-à-dire les peuples du désert, du Sahara. En fait, on est un peu tous dans notre famille, vu que c'est une culture qui se rapproche beaucoup de la nôtre. L'une de mes sœurs en particulier fait une fixette sur le sujet d'ailleurs. Quand je suis arrivée à peu près à la moitié du bouquin, j'étais déjà là en train de lui dire « Il faut que tu le lises! Il le faut !» Il me parlait tellement, mais j'avais, comme dit, beaucoup de mal à poser des mots sur le pourquoi du comment, et j'étais persuadée qu'en fait, si elle le lisait, elle comprendrait ce que je voulais dire, ce que je ressentais. Et quelques temps plus tard, elle m'envoie une capture d'écran d'un post Insta qui expliquait que Frank Herbert, du coup l'auteur, pour écrire Dune, s'est beaucoup inspiré de la culture du peuple touareg et de ses revendications aussi. Le fait de voir ça expliqué m'a fait comprendre le pourquoi je me sentais si proche de cette histoire-là, de ce monde-là, de cette ambiance. En dehors de ce point, je pourrais aussi dire que ce livre est tout simplement très bien écrit. Vraiment très bien écrit. C'est très riche en détails, il a une bonne structure et il a une narration aussi très flexible qui passe souvent subtilement d'un point de vue d'un personnage au point de vue d'un autre. Ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est aussi, me criez pas dessus pour ceux qui sont déjà fans, ok, c'est aussi la première œuvre de science-fiction que je lis. Je comprends en fait pourquoi elle est devenue un chef-d'œuvre, elle est devenue une référence quoi. Il y a un fond de fantastique
d'épique, d'humain, de politique et aussi de sensibilité à la culture tribale. Le truc, c'est que je voulais lire le livre pour pouvoir voir le film par la suite, parce que je suis de la team que si je vois le film en premier, et ben je me pencherai jamais sur le bouquin et c'est bien dommage. Du coup, pendant tout le livre, je me faisais des réflexions sur comment j'aurais interprété telle et telle scène à l'écran et lesquelles auraient dû passer à la trappe parce que voilà, sur la durée d'un film c'est compliqué. C'est exactement la conclusion que je me suis faite, c'est que c'est un travail titanesque de réduire cette œuvre à 2 heures de film. Et surtout, de faire ressortir ce fameux sentiment mystique et sensible que l'on peut percevoir dans le livre. Donc, conclusion, j'ai décidé de regarder le film un jour de ma vie, quand j'aurais sans doute un peu oublié le livre, mais pas maintenant, parce que le livre est encore trop frais dans ma tête, et je pense que si je regarde le film, je serais à toutes les scènes scandalisée par la légèreté avec laquelle ils ont adapté le truc, tu vois. Et j'ai pas envie d'être saoulante avec moi-même, donc je dis ça sans l'avoir vu, certes, mais franchement, ils ont intérêt à avoir géré, intérêt, surtout pour leur choix d'acteurs, genre. Ça c'est une autre histoire, mais bref, tout ça pour dire que je trouve que ce livre est exceptionnel, que je compte potentiellement lire les autres tomes une fois dans ma vie, que je suis heureuse d'être née dans une génération où on peut se faire lire le livre par quelqu'un pendant qu'on cuisine. Est-ce qu'il fait aussi froid chez vous ou est-ce que c'est que chez moi que ça caille? Ah, ok, prochain bouquin dont on va parler, les amis. Du coup maintenant, je les ai là. Je vais pleurer juste en parlant quoi. Donc, je vais vous parler de Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman, que j'ai lu en anglais, avec le livre audio en anglais, comme ça je suivais, et franchement cette technique, je vous le répète, mais c'est juste excellent. Et ce bouquin, c'est parti, c'est le moment de respirer. J'ai mis clairement plus de temps que je n'aurais dû à lire ce livre, parce que j'ai dû faire des pauses pour pouvoir process les états émotionnels dans lesquels il m'a mis. Ça en dit déjà très long. C'est l'histoire d'Eleanor, une jeune femme, notre narratrice, qui vit de la façon la plus banale et la plus vide possible. Elle va au travail tous les jours en portant les mêmes vêtements, en mangeant les mêmes repas, et elle s'achète ces mêmes 2 bouteilles de vodka pour le week-end. En dehors de sa cicatrice sur le visage et de sa façon de penser et de réagir un peu différente de celle du commun des mortels, elle reste quelqu'un de très normal, avec une vie très organisée, avec sa petite routine, ses petits repères, ses petits principes. Elle ne parlera jamais d'elle par plaisir, elle ne fréquente personne en dehors de ses collègues au travail et de quelques responsable des services sociaux. Mais sinon, à rien. Hein. Genre c'est le vide. Quoique, on pourrait tout de même citer le fait qu'elle fasse un appel hebdomadaire à sa mère, qui se trouve, on ne sait pas trop où. Et vous allez me dire que c'est une histoire d'un ennui mortel, qu'il y a beaucoup de gens comme ça, ceux qui vivent à moitié leur vie, qui sont un peu associables et solitaires. Mais vous ne me demandez pas pourquoi elle achète ses bouteilles de vodka le week-end. Vous ne savez pas quelle relation elle a avec sa mère. Vous comme moi, au début du roman, vous n'avez absolument aucune idée de qui elle est, mais vous avez déjà la certitude que vous ne voudriez pas de sa vie. Le point de départ de notre roman, et qui va nous traîner au fur et à mesure à travers le quotidien et le mental de notre personnage, c'est le soir où elle tombe follement amoureuse d'un chanteur. En fait, de façon tout à fait irrationnelle, elle l'a vu, et elle s'est dit que c'était l'homme qu'il lui fallait, l'homme de sa vie, et qu'il était la réponse à tous ses problèmes. Si tant est qu'elle reconnaisse qu'elle a vraiment certains problèmes. On la voit donc évoluer pour tenter de se rapprocher de ce chanteur et surtout de lui plaire. Disons que ce sera surtout en fait son premier axe d'évolution de sa vie. Le deuxième axe étant le jour où elle va assister un vieil homme en crise dans la rue avec un collègue à elle. Tout ce qui s'en suivra, que ce soit d'un axe ou d'un autre, va complètement changer sa vie et par la même occasion nous révéler qui elle est. Ce livre est encore une fois d'une justesse terrifiante lorsqu'il s'agit d'explorer le sujet de la solitude. Je l'ai lu en fait à un très bon timing d'expérience personnelle et il m'a d'autant plus impacté. Au début vous vous dites juste aïe 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 c'est qui ce phénomène bon Dieu et après vous lirez en ayant juste le smile
et les yeux embués. Vous voyez ce que je veux dire? Une des critiques au dos résume absolument tout et c'est, avec mon accent, voilà, hein, vous moquez pas. An outstanding debut about loneliness and the power of a little kindness. Le pouvoir de la petite gentillesse contre la solitude, la peine, l'incompréhension. C'est exactement ça. En fait, c'est une ode à l'humanité, sans jugement. Et surtout, au courage de changer. Je le recommande vraiment à tout le monde. En fait, il n'y a pas d'excuse pour pas le lire, vu que c'est vraiment ce genre de livre qui se lit par tout le monde. Franchement, c'est simple. Ça se lit super facilement. Et je dirais même en fait qu'il faut le lire. Il faut le lire pour élever le niveau de cette putain d'humanité. Voilà. Ensuite, on passe à In Waves. Franchement là, je suis trop à fond des derniers bouquins. Je suis en mode ah. Il y a tellement une différence entre quand vous lisez et que vous êtes là à demi satisfait de ce que vous lisez. À la fin, vous êtes en mode ok, bon, j'ai perdu tout ce temps. Il y a une différence entre ça et le fait de lire et d'être juste en mode ce que je suis en train de lire, je le valide entièrement. Je ressens tout. Je trouve que c'est génial, je suis à fond. Et à la fin du bouquin, en mode ouais, c'était exactement ce qu'il me fallait. Du coup, je vais vous parler d'In Waves de Ash Dongo, qui est un roman graphique, je crois. En fait, c'est genre une BD, mais en mode plus soft. Super soft au niveau de design. Je l'ai lu, genre je pense en 2 heures, même pas, quelque chose dans ce style, parce que enfin voilà, c'est une BD, ça va vite. Et le problème... Le problème, c'est que je savais que c'était un truc qui serait de type un peu émotionnel. Je voulais pas plus me spoiler que ça, j'étais en mode ouais, on va bien voir. Voilà, on tente l'expérience. Et le problème en fait, c'est que quand je le lisais, genre il y avait les larmes qui me venaient aux yeux et en fait j'étais dans le train, c'était gênant, j'étais là cachée derrière mes sièges à me moucher, enfin bref. Si vous le lisez d'une traite surtout, en fait c'est vraiment quelque chose de... C'est comme une espèce de bulle émotionnelle dans laquelle on vous jette et après vous ressortez très facilement de la bulle, mais ce que je veux dire c'est que c'est une expérience émotionnelle. En plus c'est autobiographique, c'est ça qui est chaud en fait pour moi. Donc c'est Ash Dongo qui raconte en fait pas plus sa relation mais surtout en fait sa rencontre et ensuite c'est la façon dont il a géré la maladie de sa copine, donc sa rencontre avec sa copine et la façon dont il a géré sa maladie. Elle a eu genre un cancer des os, et je pense que c'est ça en fait tout le truc. En fait il explique pas plus que ça genre ce qu'elle avait, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est dans la orienté cancer et que déjà moi ça j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal avec la maladie en fait, avec le fait de mourir en étant jeune et pas genre vieux dans son lit pendant son sommeil. Tout ce truc autour de elle, son combat avec la maladie, la symbolique du surf dans leur vie, le fait que lui au départ il avait la phobie de l'eau et que c'est elle qui lui a appris à surfer, du coup à combattre cette phobie là, et que après du coup elle pouvait plus marcher et elle le regardait encore faire du surf alors qu'elle ne pouvait plus en faire. Et en parallèle de cette histoire du coup qui le concerne lui et du coup elle et la famille autour, il fait des petites pauses et du coup ça change en ce qui concerne l'esthétique. Genre lui et sa vie c'est en bleu et quand il fait ses pauses c'est en espèce de brun. C'est pour raconter l'histoire du surf, des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du surf. Et c'est intéressant en fait parce que je trouve que le fait d'entrecouper déjà une histoire comme ça super émotionnelle avec juste du on va dire documentaire, même si c'est très bien documenté dans le sens où tu as les renseignements mais c'est pas trop lourd, c'est quand même, il y a une part émotionnelle aussi dans le truc. Je trouvais déjà un peu genre ouais, c'est chaud, faut pouvoir gérer. À la fin, ça passait grave crème et ça faisait 2 choses. La première, c'est que ça vous en apprenait énormément sur le surf. Moi, ça m'a déconstruit une image un peu trop figée que j'avais du surf. Et deuxièmement, en fait, ça apporte une petite nuance vraiment symbolique, rituelle, importante, culturelle du surf qui en fait fait partie de la vie de Ash, donc l'auteur, et de Kristen, c'est-à-dire sa copine. Je trouvais que c'était parfait. J'ai rien d'autre à dire sur cette BD, en fait faut la lire parce que c'est comme dit une expérience et que c'est bien fait, donc c'est beau. Donc franchement je vous le recommande. Et le dernier bouquin dont je voulais vous parler, il s'avère que c'est le bouquin que je suis en train de lire. Je vais pas vous en parler la prochaine fois que je fais une vidéo sur les bouquins parce que ça va être dans tellement longtemps, je le sens,
voilà, j'avais envie de vous en parler maintenant parce que c'est frais, parce que je suis dedans. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'ai déjà lu pas mal, quoi, un peu plus de la moitié. Déjà, je le lis en allemand, avec encore une fois l'audiobook en allemand, parce que ça aide, comme je vous l'ai dit, c'est la recette miracle. C'est le premier tome d'une trilogie, et que franchement, je compte lire la trilogie, parce que le premier tome est tellement bon, je suis en mode ah, yes! C'est du fantastique. C'est dans un monde où les femmes n'ont pas beaucoup de droits. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ressemble beaucoup à notre monde. Dans ce monde-là, les femmes n'ont vraiment pas beaucoup de droits, dans le sens où elles ne peuvent pas parler fort, elles ne peuvent pas courir, elles ne peuvent pas se battre encore moins, monter à cheval encore moins. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, elles ne peuvent pas montrer leur visage, et elles ne peuvent pas sortir toutes seules sans accompagnateur masculin. Voilà, voilà. C'est un rituel qui est un rituel de pureté, on va dire, qui se fait à chaque fois que... Je crois que les meufs, elles doivent avoir 17 ans, un truc comme ça. En gros, elles vont au temple et il y a des prêtres qui leur font une encoche dans la peau pour savoir de quelle couleur est leur sang. Si leur sang est rouge, tout va bien, elles sont pures, elles peuvent fonder une famille et ne faire que ça, se marier, avoir des enfants, basta. Voilà, et pour elle, en fait, pour la majorité des filles, c'est le nec plus ultra. Bon, vous vous doutez bien que quand vous êtes éduqué depuis votre plus tendre enfance avec une religion, parce qu'il y a vraiment tout un impact religieux, en fait, dans ce en quoi elles croient, pourquoi elles doivent faire ce qu'elles doivent faire, et pourquoi les femmes n'ont pas le droit de faire ce que les hommes font, tout ça, évidemment, la religion joue un grand rôle là-dedans. Religion qui, d'ailleurs, n'a aucun lien avec celle qu'on a dans notre monde. Je redis bien, c'est de la fantaisie, du fantastique, ça n'a aucun lien avec ce qu'on a ici, ok? Donc c'est pas plus polémique que ça, juste ça fait de bonnes références à ce que nous on a, n'est-ce pas? Et du coup, jusqu'au moment où elles ont ce rituel où on fait la première encoche dans leur corps pour voir de quelle couleur est leur sang, en fait elles ne doivent pas se blesser et avoir de cicatrices. Ce genre de truc comme ça où je suis en mode mais c'est irrationnel! Du coup, à ce rituel, si vous ne saignez pas rouge, si vous saignez autre chose et personne ne sait vraiment qu'est-ce que vous saignez si vous ne saignez pas rouge, eh bien on ne vous revoit plus. Voilà, vous êtes expédié loin du village ou loin de la ville et en fait on sait pas de qu'est-ce qui arrive avec vous. Du coup on suit le personnage d'Eka qui, c'est au début du roman, c'est le jour du rituel, elle va au rituel et elle a une espèce de pressentiment comme ça que quelque chose de très mauvais va arriver. Et il s'avère qu'il y a une attaque de monstres qui sont les monstres de ce monde-là qui s'appellent les Todesrufer en allemand, je ne sais pas comment je pourrais le traduire franchement en français, j'aurais gravement du mal, mais appelons-les les appels de la mort. Yes, les appeleurs de mort. Les Todesrufer. Donc en fait, elle a pressenti le fait que les Todesrufer allaient arriver, donc il y a une attaque et tout ça. Elle voit son père qui essaie de combattre un de ces monstres, et dans son réflexe, elle va crier au monstre d'arrêter de laisser son peuple, enfin son village tranquille et tout ça. Et contre toute attente, le monstre la regarde et déguerpit avec les autres, dans le sens où il lui a obéi, ou du moins il a eu comme peur d'elle, genre situation extrêmement chelou. Et en fait à ce moment-là, on remarque que ses yeux sont bizarres. Nous personnellement on ne sait pas comment sont ses yeux parce qu'on est dans la peau de Deka, mais il y a un des gars de son village qui va la transpercer avec une épée. Elle va commencer à saigner rouge et ensuite elle saignera de l'or. Et c'est pour ça que le premier tome s'appelle Golden wie Blut, c'est-à-dire doré comme le sang. Donc elle saigne de l'or et là t'as le prêtre en face d'elle qui dit ah voilà, elle est impure, tout le monde le savait, enfin bref, parce qu'en fait c'est une fille du sud, c'est-à-dire qu'elle a la peau noire, elle a les cheveux frisés, vous voyez, dans un pays du nord où ils sont tous blondinets. Est-ce qu'on pourrait encore citer le fait que j'aime beaucoup à quel point ça ressemble à notre monde, hein, sur ce plan-là aussi. Du coup, c'est déjà persuadée qu'elle avait un problème, hein, parce que c'est la seule noire dans un pays de blanc, donc... Mais en plus, là, maintenant, elle saigne de l'or. Bah merde alors. Elle se fait enfermer dans une cave. Et je ne vous dis pas la suite. Toute son aventure va commencer par là. En fait, elle est impure. Mais il s'avère que ce n'est pas la seule. Comme vous savez, il y en a énormément qui sont impures, qui saignent de l'or. Putain, il y a pire quand même comme impureté. Et qui du coup sont partis on ne sait pas où, sont devenus on ne sait pas quoi. Elle va avoir un destin très similaire à ces personnes disparues, sauf que elle est encore plus spéciale. C'est normal parce que sinon on ne ferait pas un bouquin sur elle, évidemment. Les personnes impures qui du coup ont le sang doré sont considérées comme des démons. Et ce qui est très marrant, c'est que ce sont que des femmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait j'adore ce bouquin pour l'instant. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait cet engagement de la part, mais très clair comme engagement de la part de l'auteur, sur la place des femmes,
leurs véritables valeurs, la place de la religion et de la politique mis main dans la main et les conséquences que ça a. En parallèle du coup avec cette histoire de religion et de la place des femmes et tout ça, en fait surtout l'importance de ne pas être dans l'ignorance, l'importance d'être cultivé, l'importance de savoir les choses, d'avoir les informations, parce que quand on les a, on se rend compte que les choses ne fonctionnent pas nécessairement comme elles pourraient fonctionner autrement. Voilà, hein, on est dans le faux, on est dans une situation qui est en faveur de certains et au détriment d'autres. Et ce que j'aime aussi vraiment encore par-dessus tout, en plus évidemment de l'ambiance épique, moi j'adore l'épique, franchement j'adore le fantastique, j'adore l'épique, je vais pas m'en cacher, j'adore ça, voilà, j'adore l'épique. Donc en plus du fait que ce soit épique, merci bien, il y a une ambiance très africaine. Quand je dis africaine, là c'est plus le côté dune en mode Sahara, là c'est subsaharien. Vraiment l'Afrique noire, que ce soit les noms de personnages ou alors les titres de par exemple professeurs ou de rois ou de dieux et tout ça, c'est des noms qui ont des sonorités africaines dans ce type-là. Pareil, les noms des villes, moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. L'esthétique aussi des personnages, comme ils sont décrits, l'esthétique des lieux, franchement top. Oui, parce que notre très chère Deka va pas rester très longtemps dans le nord, ça c'est clair, elle va descendre un peu au sud, et alors là du coup on a vraiment entièrement ce climat chaud et cette ambiance africaine, et j'adore. Vraiment. En fait, j'arrête pas de dire j'adore, mais je suis tellement à fond. En fait, ce matin même, parce que je lis tous les matins, enfin j'essaye, j'ai lu un chapitre et c'est vraiment ce genre de sentiment que j'allais dire j'adore, mais c'est ça. C'est vraiment, je lis et je suis en mode. Je suis tellement à fond, parce que je voulais encore répéter, j'adore. Tu vois, genre tu lis et tu te dis j'adore ce que je suis en train de lire. J'adore, ça me met dans un autre monde, dans un autre mood, dans. Ça me donne de l'inspiration en fait, presque. Ça m'ouvre des horizons, ça m'ouvre mon imaginaire, ça me fait toucher la sensibilité d'une autre personne aussi. C'est génial. Et je suis très très contente que c'est déjà une trilogie en fait, et que je vais pouvoir me la dévorer. Voilà. Donc je pense que je ne reviendrai pas sur ce bouquin après coup, parce que je vous en ai déjà parlé. Parce que de toute façon, si je vous raconte plus de l'histoire en tant que telle, je vais vous spoiler des choses. Je m'arrête là pour celui-là, vous ne reverrez pas la couleur. Je pense que quand je lirai le deuxième, je vous referai un petit topo, pareil pour le troisième, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous ai parlé de tous les merveilleux bouquins que j'ai lus pendant ces 6 derniers mois, je crois. Enfin, depuis août, en fait, que je vous ai pas fait de vidéo, je crois, par rapport à mes bouquins. Donc voilà, et là, je vous ai fait vraiment la section de trucs que non, c'est pas que j'adore, n'est-ce pas? C'est que vraiment qui m'ont touchée, qui m'ont parlé, qui m'ont enthousiasmée, qui m'ont émue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile pour ceux qui veulent pick up a book. Et on se retrouve dans d'autres vidéos qui prochainement vont sortir, parce qu'il va falloir que je bouge mes fesses pour en sortir, mais elles sortiront, même si c'est dans une décennie. Allez, on se revoit un jour.